Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 2 janvier 2016. 2016, donc une nouvelle année. Pour l'occasion, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2016 et que tous vos vœux soient exaucés. Les titres du journal. Une réunion, celle de la commission justice de l'intérieur et défense de l'Assemblée nationale. Objet de cette réunion de ce matin, discuter d'un projet de loi relatif aux deux chambres de notre Parlement. Une signature, celle d'un procès verbal d'accord entre la Mauritanie et le Soudan. C'était hier soir, ici à Nouakchott. Tout cela est relatif à la coopération entre la Mauritanie et le Soudan dans le domaine de l'élevage. Des efforts, ceux de l'émissaire spécial des Nations Unies pour la Libye entre Tobruk et Tripoli, objectif à convaincre les derniers récalcitrants à accepter l'accord sur un gouvernement d'union. Voilà donc pour les titres. À la une donc en ce samedi, à la une de l'actualité en ce samedi 2 janvier 2016, l'actualité parlementaire avec au niveau de l'Assemblée nationale cette réunion de la commission justice intérieure et défense. C'était ce matin, l'objectif c'était de discuter un projet de loi relatif au renouvellement partiel au niveau du Sénat et au mandat de la députation. Il faut dire qu'à cette réunion, le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Ahmedoul Abdallah, et que la réunion était présidée, bien entendu, par la députée Betoul Abdel Haye, présidente de cette commission qui était réunie ce matin. 2016 donc commence sous de bon augure pour la coopération entre la Mauritanie et le Soudan, particulièrement dans le domaine de l'élevage, et cela avec la signature de ce procès verbal d'accord, signature qui s'est déroulée hier soir ici à Nouakchott, signé côté mauritanien par Mme Vatonval Mtsouena, ministre de l'élevage, et côté soudanais par M. Moussa Ibn Moussa, qui est le ministre soudanais des ressources animales, halieutiques et des pâturages. Bien sûr, ce ministre était en visite à Nouakchott. Alors, que comporte ce protocole, plutôt ce procès verbal d'accord? Élément de réponse avec Cherna Chersadbou. Ce procès verbal comporte le programme d'exécution de la Convention de coopération signée à Khartoum en 2007, liant les deux pays dans le domaine des ressources animales, du perfectionnement, de la lutte contre les épizooties, du diagnostic en laboratoire des maladies animales et de l'inspection sanitaire des viandes rouges et blanches et du lait, en plus du contrôle des médicaments vétérinaires. Le procès verbal d'accord a englobé également les techniques d'insémination artificielle, la production animale, le perfectionnement, la formation et l'encouragement du secteur privé mauritanien dans le domaine de l'investissement et de la production animale ainsi que des ressources halieutiques. Au cours de son séjour en Mauritanie, le ministre soudanais a visité en compagnie de la ministre de l'Élevage la ferme pilote d'insémination artificielle des bovins et le centre pilote des techniques vétérinaires de la Muqata'a d'Idini, en plus du grand complexe avicole de Mauritanie dans la Muqata'a de Riyad. 2016 commence sur le plan culturel par le lancement du programme national de valorisation du patrimoine, particulièrement patrimoine culturel bien entendu, particulièrement au niveau des villes anciennes. Un programme lancé, vous le savez, à l'occasion d'un atelier organisé récemment par le ministère de la Culture et de l'Artisanat. Précision avec Bokar Bailaba. La Mauritanie possède plusieurs villes historiques. Mais il ne suffit pas d'en avoir, il faudra aussi avoir les moyens pour les valoriser. Justement, c'était l'objectif de cet atelier dont les travaux ont été axés sur un programme de valorisation du patrimoine culturel et naturel des villes anciennes et leur arrière-pays. Et la réussite d'un tel programme dépend de l'implication active des maires et des personnalités ressources, ainsi que de plusieurs représentants des organisations de la société civile. C'est un programme que nous attendons et pour lequel nous œuvrons. Nous, le Club des Amis de la Nature et Protection de l'Environnement Campé et l'ONG Biodiversité, c'est
vraiment, on peut dire que c'était notre objectif. Il est là. Donc aujourd'hui, on a un programme qui est bien posé. Nous avons des experts qui sont bien, qui nous accompagnent. Ma seule préoccupation, mon souci, c'est que peut-être nous ne sommes pas prêts alors que nous avons travaillé. Il ne faut pas que nous rations cette occasion. Il ne faut pas que nous rations cette opportunité. Nous avons besoin que nos maires soient plus forts, que notre société civile s'approprie, elle et les collectivités locales, ce programme. Parce que la culture, le patrimoine, que le patrimoine soit un instrument premier de développement de toute nation. Comme ce programme-là vise à utiliser les potentiels culturels pour promouvoir le développement local dans toutes ses dimensions, culturelles, touristiques, artistiques, économiques, culturelles. Et donc, nous pensons qu'il y a des points de convergence avec notre programme. Et c'est pourquoi nous nous sommes portés volontaires pour accompagner ce programme dans sa phase préparatoire actuelle. Les villes historiques mauritaniennes regorgent d'importants trésors historiques et archéologiques, ainsi que des manuscrits, traduisant ainsi un environnement naturel riche en raison de leur biodiversité exceptionnelle. On reste toujours dans le domaine culturel avec cette activité organisée par cette association Qra'ma'i, autrement dit Read With Me, ou si vous voulez en français, Lis avec moi. Cette activité était organisée hier soir au Musée national et l'objectif de cette association, c'est bien entendu, comme son nom l'indique, c'est d'encourager justement la lecture, l'activité de la lecture parmi les citoyens mauritaniens. C'était l'occasion pour son président de souligner que l'association dispose de beaucoup de livres dans différents domaines. Et cette cérémonie a été marquée par une conférence sur l'état de la lecture en Mauritanie et par des récompenses à tous ceux qui ont contribué à approvisionner la bibliothèque de l'association. L'actualité des partis politiques avec ce soir celle du parti Tawassol, ce parti dont l'organisation des jeunes vient de lancer la 6e édition de son colloque, c'est-à-dire la conscientisation et le leadership, c'est le nom de ce colloque. Et c'était hier soir donc le lancement de ce colloque dans l'ancienne maison des jeunes sous les thèmes pour une génération avant-gardiste et effective. L'actualité internationale à présent, et merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec la Libye et cette année 2016 qui commence sous un espoir de paix et de normalité dans ces pays avec l'accord sur la formation d'un gouvernement d'union nationale. Eh bien, la mission est de faire accepter cet accord revient maintenant à l'émissaire spécial des Nations Unies, Martin Kobler. Sa mission, donc, est à Tobruk et à Tripoli. L'objectif, c'est de convaincre les derniers récalcitrants à accepter cet accord sur la formation d'un gouvernement d'union nationale. Précision avec Babacar Ndiaye. En se rendant à Tripoli, l'émissaire de l'ONU, Martin Kobler, espérait obtenir le soutien du président du Parlement libyen reconnu par la communauté internationale afin de mettre fin au chaos en Libye. La rencontre entre Martin Kobler et Nouri Sahmen s'est soldée par un échec. Le président du Congrès général national basé à Tripoli est ouvertement hostile au gouvernement d'union nationale prévu dans un accord signé sous l'égide de l'ONU le 17 décembre dernier au Maroc par une partie des membres des deux parlements rivaux. Le président du Parlement reconnu a estimé que pour cet accord de l'ONU soit efficace sur le terrain, il faut que toutes les parties chargées de le mettre en œuvre soient associées, citant dans ce sens les chefs des états-majors des armées, les chefs des renseignements et du parquet installés à Tripoli. Jeudi, le diplomate allemand avait rencontré le président du Parlement reconnu basé dans l'est du pays, l'occasion pour lui de réaffirmer la nécessité pour les factions libyennes de s'entendre, afin notamment de mieux lutter contre le groupe djihadiste État islamique qui a profité du chaos pour renforcer sa base en Libye. Et parmi les thèmes bien sûr évoqués lors de sa visite à Tripoli, c'est bien sûr la sécurité, puisque ce gouvernement, ce futur gouvernement d'union, et cela est prévu par l'accord, doit être à Tripoli, la capitale, et donc
faut discuter des mesures de sécurité pour garantir donc l'installation de ce gouvernement là-bas. Autre pays arabe également en quête de la paix, c'est les Yémenais. C'est officiel maintenant, la trêve qui est en principe entrée en vigueur le 15 décembre dernier est officiellement interrompue. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui la coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite. Raison de cette rupture, d'ailleurs il faut dire que cette trêve n'a jamais été respectée, eh bien la raison évoquée par la coalition, c'est la multiplication des attaques contre l'Arabie saoudite par les Houthis, les rebelles Houthis qui ont lancé plusieurs attaques au missile contre le royaume. Et puis l'actualité maintenant au Proche-Orient avec en Israël la chasse à l'homme qui se poursuit pour retrouver donc l'auteur de l'attaque d'hier contre des restaurants à Tel Aviv, une attaque qui a fait 2 morts et plusieurs blessés, et l'auteur serait un jeune arabe de 29 ans. La recherche se poursuit en attendant en tout cas de le retrouver. Israël a entrepris aujourd'hui des raids aériens contre la bande de Gaza, motif invoqué par l'armée israélienne, des roquettes qui ont été tirées de la bande de Gaza vers le sud d'Israël. L'actualité africaine avec la Somalie. La Somalie qui est de nouveau victime d'attentats suicides en ce début d'année 2016. Cet attentat s'est déroulé ce matin dans la capitale somalienne Mogadiscio contre un restaurant fréquenté surtout par des journalistes et des politiciens. Bilan de cette attaque suicide, un mort, le kamikaze, et un passant qui a été tué sur le coup. Et puis le reste de l'actualité internationale en ce début d'année 2016, précisément le 2 janvier, eh bien on va parler des inondations en Amérique latine, précisément au Paraguay, et bien sûr des attaques, l'une à Kaboul contre un restaurant, c'était ce matin, et l'autre dans une base aérienne indienne située à la frontière avec le Pakistan. Le tout, précisons surtout cela avec vous. Cheikh Nachir Sadbou a commencé par cette attaque contre la base aérienne indienne. 7 personnes au moins, 4 islamistes présumés et 3 membres des forces de sécurité sont mortes aujourd'hui dans l'attaque d'une importante base aérienne de l'armée indienne proche du Pakistan qui met à l'épreuve le fragile rapprochement entre New Delhi et Islamabad. L'armée indienne a annoncé dans la soirée avoir repris le contrôle du site 14 heures après le début de l'attaque contre la base de Pantanakot dans l'état du Pendjab, nord de l'Inde, lancée par des hommes armés vêtus d'uniformes indiens. La police a annoncé la découverte des corps de 4 attaquants et a déclaré en rechercher d'autres. 2 personnes ont trouvé la mort dans cet attentat des talibans contre un restaurant français à Kaboul. Du mur d'enceinte du jardin, le dernier établissement ayant une carte à la française à Kaboul, il reste que quelques briques éparpillées sur le sol boueux de la rue Neuve au centre de la capitale afghane. Le premier des 4 sas de sécurité a volé en éclats, mais la salle du restaurant a été préservée. Cette explosion, premier attentat revendiqué par les talibans à Kaboul en 2016, a coûté la vie à un garde du restaurant et un enfant de 12 ans. Un restaurant qui attirait journalistes, employés d'ONG et diplomates étrangers. Ce qui fait de lui la cible des talibans qui considèrent les uns comme des envahisseurs étrangers et les autres comme les larbins des forces étrangères. Ils les prennent régulièrement pour cible, comme en 2014, lors de l'attaque de la taverne du Liban, un restaurant de Kaboul qui a fait 21 morts, dont 13 étrangers. Les graves inondations qui frappent la zone située à la frontière du Brésil, de l'Argentine, du Paraguay et de l'Uruguay ont transformé une ville paraguayenne de 10 000 habitants à 130 km de la capitale en île coupée de tout. Malgré l'eau qui monte et les appels du gouvernement à évacuer la zone, les habitants d'Alberdi, ville située sur une langue de terre en bordure du fleuve Paraguay, se refusent à abandonner leur maison. La digue de contention laisse passer l'eau. Les violentes intempéries provoquées par le phénomène météorologique El Niño pendant la semaine de Noël ont touché l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, provoquant quelques 170 000 déplacés dans cette région qui compte de nombreux cours d'eau. Le Paraguay est particulièrement touché avec 90 000 personnes évacuées et la capitale Asunción a été privée temporairement d'électricité.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'était ce matin à l'Assemblée nationale la réunion de la Commission Justice intérieure et défense nationale pour discuter d'un projet de loi relative aux deux chambres de notre Parlement, réunion à laquelle le gouvernement était représenté, vous le voyez, par les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation. Ici, c'est la signature de ce procès-verbal d'accord entre la ministre de l'Élevage et le ministre soudanais des Ressources animales, des pêches et des pâturages, un accord sur le programme d'exécution de la convention de coopération signée à Khartoum en 2007. Et ici, c'est la chasse à l'homme en Israël, cet homme qui a tiré hier sur des clients d'un restaurant, faisant 2 morts et plusieurs blessés. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois, bien entendu, une très bonne et heureuse année 2016, une très très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.